Est-ce que le temps ne se serait pas assombri dans l'Arizona? Alors que tout semblait parfait à Phoenix, l'élimination face à Dallas a peut-être tout changé. Ayton fait la gueule, Crowder veut se barrer. Difficile de prévoir comment les Suns vont réagir dès le début de saison. D'autant plus que ça serait con, avec le meilleur arrière de la ligue et surtout un Chris Paul qui n'a plus beaucoup d'années à offrir, faudrait pas perdre de temps. Allez, on espère que les Suns nous feront mentir et qu'ils ramèneront le beau temps à Phoenix. Defended by Simmons. Is this the dagger? Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Carton consacré aux Phoenix Suns. N'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify, ça nous aide énormément. Alors pour m'épauler aujourd'hui, une équipe solaire, une équipe rayonnante avec laquelle il n'y a aucun problème de communication, comme entre Monty Williams et DeAndre Ayton, Benjamin Moubèche et Raphaël Delavaux sont avec nous. Comment ça va les gars? Mais ça va super, et toi? Eh ben écoute, nickel, je suis Ouais, très content de parler des Suns. ouais, parfait, hein. Le petit retour, pour moi, ça fait un petit moment que j'étais C'est pas vrai sur que ça la faisait un chaîne. moment qu'on t'avait pas Donc, vu. ouais, heureux de Mais parler de cette magnifique équipe de toujours, l'Arizona. toujours un plaisir de t'accueillir chez nous, mon cher Raphaël. Les gars, on commence tout de suite, on va parler des Phoenix Suns. Il y a beaucoup à dire, on en avait un petit peu parlé cet été, on en reparlera. Benjamin, je me tourne vers toi pour commencer. On va faire très simple comme on fait d'habitude. Fais-nous un petit récap de l'intersaison des Suns. Bon, pour faire un petit peu le résumé simplement, la grosse actu, c'est qu'ils se sont alignés sur l'offre des Pacers pour DeAndre Ayton, qu'ils ont donc re-signé pour 4 ans et 132 millions de dollars. Ils ont fait signer une extension de 4 ans à Devin Booker pour le sécuriser sur le long terme. Ils ont re-signé Bismack Biyombo, signé Damian Lee, Josh Okogie et Jock Landale. Deux two-way contracts, c'est pas très intéressant, mais notamment Ishmael Wainwright, qui était l'une des belles histoires de l'année dernière. Et ils ont perdu, entre guillemets, que Elfrid Payton et Aaron Holiday, qui sont des pertes assez négligeables finalement. Donc le mot d'ordre ici, c'est la continuité, sachant qu'il y a encore le transfert de Jake Crowder qui est dans les tuyaux et qui devrait arriver d'ici quelques semaines normalement. Ouais, on va en reparler de Jake Crowder juste après. Raphaël, je me tourne vers toi. Ben, on a un peu parlé. Il y a le cas DeAndre Ayton. Alors, le cas DeAndre Ayton, pour faire court et résumer un peu ce qui s'est passé. Donc, DeAndre Ayton était restricted free agent. Donc, ça veut dire qu'il pouvait signer où il voulait. Il a signé une offre chez les Indiana Pacers, mais vu qu'il était restricted free agent, les Suns ont pu matcher cette offre pour conserver leur pivot. C'était un peu la crainte côté Phoenix, c'était de perdre DeAndre Ayton contre rien au final. Donc, ils conservent Ayton. Mais on sait qu'il se passe des petits trucs en coulisses et que ça s'est pas forcément très bien passé après l'élimination en playoff. Même s'il reste à Phoenix, est-ce qu'on sent pas quand même un divorce un peu inévitable? Bah, on sent un peu qu'il y a une grosse tension dans l'air, en fait, finalement. Donc, comme tu l'as dit, il a signé pour 4 ans et 133 millions d'abord chez les Pacers. Les Suns ont matché très très vite. Ils pouvaient pas se permettre de le perdre contre rien. C'était le premier choix de la draft 2018, hein. Ils voulaient vraiment pas se dire c'est pas possible. Sur le poste de pivot, ils avaient besoin d'Ayton. Donc, comme tu l'as dit, c'est un agent libre restreint, mais le truc, c'est qu'il n'avait pas parlé à Monty Williams depuis la fin des playoffs jusqu'au début de la saison. Donc ça, généralement, c'est pas le signe d'une équipe qui respire, comment dire, un bon environnement sain, on va dire. On sait que les Suns sont sortis de façon assez lamentable des playoffs sur un Game 7 où ils ont perdu de quasiment 40 points contre les Mavericks. Donc on voit qu'il y a une grosse tension dans l'air. Et il a reçu énormément de critiques, hein. On a reçu les critiques, on les a vues par exemple sur le fait qu'il jouait tard le soir à la PlayStation, hein. On l'a tous entendu celle-là. Donc ouais, le divorce, il semble un peu acté finalement. C'est très étonnant qu'il soit encore dans l'effectif alors que justement il y a un petit divorce. Et puis du coup, il sera pas transférable jusqu'au 15 janvier, DeAndre Ayton. Et on sent que c'est pas non plus le projet. Le projet, c'est aussi de le faire rester. Il a quand même Chris Paul et Devin Booker sur le backcourt. Deux mecs qui peuvent vraiment le faire jouer d'une façon très intéressante. Ayton, c'est un intérieur qui a des mains, c'est un intérieur très intéressant. Et donc finalement, on sent qu'ils vont quand même essayer de reconstruire une sorte de relation pour faire en sorte que l'équipe, justement, avance et puisse continuer à viser les sommets de l'Ouest, on va dire. Toi, Benjamin, quel regard tu portes un peu sur le cas Ayton? On sait que déjà l'année dernière, pendant la saison, ça parlait de resignature, ça parlait de le prolonger. Les Suns, ils ont voulu être patients parce qu'ils voulaient pas forcément lui donner le max. Ils ont quand même fini par le faire. Comment tu le sens? Est-ce que tu vois, DeAndre Ayton, Raphaël l'a très bien dit, peut pas être transféré avant janvier. Est-ce que tu le vois partir en janvier? Bah, c'est vraiment difficile de mettre le doigt sur ce qui se passe clairement entre DeAndre Ayton et les Suns. Raphaël a très bien résumé la situation qui est relativement floue, mais où il y a des problèmes de communication avec le coach. On sent qu'il y a une tension quand même effectivement dans l'équipe et que Ayton est au cœur de ça.
Et c'est dommage parce que Ayton, c'est vraiment un des piliers de l'équipe. C'est un joueur essentiel à la réussite des Suns. Donc, avoir un joueur aussi important dans une position aussi compliquée, c'est pas pratique. Après, le problème, c'est que, enfin, le problème non, mais la subtilité, c'est que ces problèmes-là sont souvent très volatiles. On se souvient en 2007, par exemple, Kobe Bryant, qui a passé sa carrière aux Lakers, avait demandé son transfert. On lui a donné un pas au Gasol et il a fini par passer 9 ans de plus dans la franchise. Tim Duncan, il a fait quitter les Spurs en 2000 pour partir au Magic. Il y est resté et on voit la suite, on voit la relation qu'ils ont réussi à construire avec Greg Popovich, avec les autres Spurs. Au final, ces envies de départ, elles sont pas nécessairement synonymes de divorce, de problèmes irrémédiables. La victoire peut faire surmonter beaucoup de problèmes, guérir beaucoup de maux. Et on peut très bien imaginer que les Suns vont réussir à surmonter le différent avec DeAndre Ayton. Et justement, ce que tu soulignes, c'est assez intéressant, c'est une question de timing aussi. C'est-à-dire qu'ils ont attendu le dernier moment. Ils ont attendu la dernière année pour pas lui donner le max sur 5 ans. Ils ont attendu le dernier moment en matchant, mais directement, l'offre des Pacers pour DeAndre Ayton. Et au final, ils lui ont donné ce qu'il voulait, c'est-à-dire le max quasiment. Et tout ça, ça part de Robert Sarver. Aujourd'hui, Robert Sarver part des Suns. C'est aussi un contexte plus favorable pour guérir et repartir sur de meilleures bases en jouant peut-être la carte de Robert Sarver en bouc émissaire, à l'origine des tensions, à l'origine du problème. Et maintenant qu'il est parti, tout va bien dans le meilleur des mondes. On verra comment ça se passe, mais moi, je veux bien croire qu'il y a une chance qu'aujourd'hui, les Suns et DeAndre Ayton retrouvent l'alchimie qui a fait le succès de 2021. Bon, en tout cas, tu l'as dit, on verra comment ça se passe. Ce qui est sûr, c'est que DeAndre Ayton commencera la saison sous le maillot des Suns. Par contre, il y en a un qui, lui, pour le coup, ne portera plus le maillot de Phoenix pour commencer la saison. Raphaël, c'est Jay Crowder. Donc le joueur et l'équipe ont annoncé que leur collaboration était terminée, que les deux parties bossaient sur un transfert. Donc on peut facilement imaginer, enfin facilement, je te pose la question, tu vas nous éclairer. Où est-ce que tu vois Jay Crowder retomber possiblement et surtout contre quoi? Et ben, il y a pas mal de rumeurs, hein, parce que Jay Crowder, c'est un joueur qui intéresse énormément de franchises. Clairement. On est sur un poste 4 très moderne, un mec qui a joué 3 et qui maintenant est clairement un poste 4 dans la NBA actuelle. Un mec qui te met 10 points, 5 rebonds, 2 passes. C'est pas des moyennes qui, sur le papier, font dire que c'est un joueur hyper intéressant ou alors vraiment game changer, mais clairement, c'est un peu le liant dans les équipes, le soldat un peu de l'ombre qui fait que justement gagner ses matchs et permettre à l'équipe d'aller loin. C'est un mec qui est allé 3 fois en finale NBA, donc avec Cleveland en 2018, avec Miami en 2020 et avec Phoenix en 2021. Donc on voit que le mec, peu importe où il joue, il impacte l'équipe et il sublime un peu les collectifs. Il a de l'expérience, maintenant c'est un joueur dans la force de l'âge. Et donc on a vu qu'il y avait plusieurs rumeurs. Donc les plus insistantes, il y a eu les Bucks il y a quelques semaines, quelques jours. Clairement, on voit que sur le poste 4, peut-être sur un rôle de remplaçant, un rôle plutôt un peu amoindri par rapport à ce qu'il est maintenant, ça peut être intéressant. Et puis surtout, la grosse rumeur qu'il y a depuis maintenant quelques jours, c'est sur les Hawks. Clairement, il est dans les petits papiers de la franchise d'Atlanta. Mais on voit aussi qu'il y a pas mal d'équipes qui s'intéressent à lui. Donc on pourrait penser à partout où il est passé, à Memphis, à Dallas, à d'autres franchises encore. Mais clairement, il y en a qui vont se positionner parce que Jay Crowder, c'est un peu ce joueur qui fait passer un cap à certaines équipes et qui pourra être récupéré contre, pourquoi pas, un petit tour de draft et un jeune à potentiel. C'est pas un prix qui est énorme à payer pour un joueur qui justement peut permettre de passer à l'étape supérieure. Bah, Benjamin Raphaël a très bien résumé le joueur qu'est Jay Crowder, c'est vraiment ce liant dans les équipes, c'est toujours ce joueur important, prêt à faire le sale boulot, à défendre fort, à mettre des tirs quand il faut. Comment tu vois le dossier se terminer? Est-ce que tu as des franchises qui se positionnent en tant que favorites et des contreparties qui sont envisageables? Bah, effectivement, Raphaël a tout dit, c'est un 3&D assez intéressant et donc c'est un profil très recherché aujourd'hui en NBA, notamment chez les contenders. Donc logiquement, les équipes qui sont positionnées, c'est surtout des équipes compétitives. Pareil, ça Raphaël a à peu près fait le tour. Il faut se dire qu'aujourd'hui, le marché est très large parce que, de 1, effectivement, c'est un profil très cherché, c'est un profil très intéressant pour une équipe contender, mais en plus, c'est un joueur qui coûte, entre guillemets, que 10 millions de dollars sur la saison 2022-2023, ce qui signifie que c'est pas un transfert impossible à monter, où il faut transférer des stars, où il faut contrebalancer avec beaucoup de tours de draft. Donc on peut s'attendre à un transfert relativement simple, joueur contre joueur, avec un joueur qui vaut une dizaine de millions de dollars également, parce qu'il y a toujours cette question de matcher les salaires, surtout pour les équipes compétitives. Ce qui est important, c'est de se dire que les Suns doivent récupérer un joueur qui certainement sera free agent en 2023, parce qu'ils doivent garder leur intégrité financière avec l'extension de Cam Johnson. Donc là, aujourd'hui, les Suns sont une pièce très intéressante et très demandée.
mais ils n'ont pas vraiment la main parce que tout le monde sait que Jake Crowder veut partir et veut pas jouer aux Suns, parce que c'est pas eux qui dirige vraiment les négociations, c'est l'équipe d'en face en réalité. Les Suns veulent se débarrasser d'un poids et donc l'équipe d'en face, elle leur rend un service. Donc ils sont pas en position de demander quelque chose de fou. Donc on peut s'attendre à ce qu'ils récupèrent un joueur d'une dizaine de millions de dollars en termes de salaire, mais il faut pas attendre quelque chose de très important parce que il y a trop de contraintes qui font qu'aujourd'hui les Suns ne peuvent pas négocier un package vraiment important contre Jay Crowder. Alors pour le coup, là, on parle de contrepartie, on parle de retombées, mais faut commencer, faut prendre le problème à l'origine. Benjamin, pourquoi Jake Crowder veut quitter les Suns? Bah, tout simplement parce que Jake Crowder, c'est un joueur qui voulait signer une extension cet été, puisqu'il arrive dans la dernière année de son contrat. Mais au moment des négociations, il a compris qu'il ne serait pas titulaire cette année. C'est assez logique parce que même si c'est un joueur de devoir et un joueur vraiment intéressant pour toute équipe contender, ils ont aux Suns un meilleur poste 4, ce qui est assez rare. Cam Johnson, c'est vraiment l'option évidente au poste 4 pour Phoenix, parce qu'un ailier fort à 42,5% à 3 points sur 6 tentatives par match, c'est d'une rareté inimaginable. Alors le temps de trouver quelqu'un d'autre qui sera capable de faire ça ou de le drafter, voilà, enfin, je dis pas, mais ça risque de prendre beaucoup de temps aux Suns. Donc ils doivent absolument le responsabiliser, le garder, le chouchouter, lui offrir un nouveau contrat parce que lui aussi a besoin d'une extension. Donc Cam Johnson, c'est l'avenir et le présent. Et Jake Crowder, c'est un gars qui est un peu moins bon. Mais lui, vu qu'il arrive en fin de carrière, veut être titulaire. Les Suns ne veulent pas ont déjà assez de problèmes comme ça. Ils vont pas se débrouiller avec Jake Crowder qui fait la gueule sur le banc. Donc, dans l'intérêt des deux camps, il devrait bouger. Bon, en tout cas, on verra au fini de Jake Crowder, mais je m'inquiète pas du tout pour lui. Ça fait aucun doute qu'il trouvera une équipe prête à lui offrir un contrat et une extension, hein, surtout, pourquoi pas. Les gars, là, c'est bien beau. On parle du problème avec DeAndre Ayton, on parle du départ de Jake Crowder qui était quand même un joueur important. Donc là, on a l'impression que les Suns, c'est un peu fini, alors que pas du tout, du tout. Ils ont vécu une intersaison très mouvementée, certes, mais ils restent quand même, je pense, favoris au titre, Raphaël, puisque tu as quand même deux superstars. Tu as Chris Paul, qui est certes vieillissant, mais qui est toujours ultra productif, et tu as surtout Devin Booker. Ils font partie du groupe des favoris, on va dire. Moi, je le mets peut-être pas dans le tout groupe de tête avec justement tout ce marasme un peu cet été autour de Robert Sarver, DeAndre Ayton, Jake Crowder. Ça fait quand même beaucoup pour une équipe, on va pas se mentir. Mais comme tu l'as dit, il y a Devin Booker, il y a Chris Paul, même s'il est vieillissant, c'est toujours un meneur gestionnaire qui peut permettre de sublimer les joueurs. Faut voir comment Devin Booker peut encore peut-être passer le cap en tant que leader, peut-être prendre encore plus le lead sur tous les ballons, le fait de scorer peut-être un peu plus, de vraiment être un leader vocal. Justement, avec le départ de Jay Crowder, il y a un leader vocal qui s'en va aussi. Donc ça, c'est vachement compliqué pour eux, il va falloir le remplacer. Et puis la conférence Ouest, on n'en parle pas, enfin, mais la conférence Ouest, c'est une vraie jungle, quoi. T'as les Clippers, les Nuggets, les Warriors, toutes ces équipes-là qui veulent vraiment, pareil, passer le cap, aller en finale de conf, aller en finale NBA, gagner un titre. Et ça va être compliqué parce qu'il n'y a que 2 places en finale de conf, encore une fois. Donc il va falloir vraiment prouver pendant la saison. Mais malgré ça, c'est quand même un effectif solide et je pense qu'ils peuvent aisément viser un top 4 en saison régulière. Ça, je pense que pour eux, c'est leur plancher, en tout cas dans la tête des dirigeants. Et pourquoi pas se battre énormément en demi-finale de conf, aller en finale de conf et viser peut-être plus haut. Benjamin, on est quand même d'accord pour dire que les Suns, depuis qu'ils sont allés en finale il y a 2 ans, l'objectif c'est clairement de les rejouer. Bon, l'année dernière, il y a l'énorme déception contre Dallas et ce match honteux sur le Game 7. On a quand même l'impression que si les Suns n'arrivent pas à retrouver les finales, ce sera quand même un petit peu décevant. Mais Raphaël l'a dit, la conférence Ouest l'année prochaine, c'est la jungle. Bah, c'est vraiment ça, effectivement. Il y a beaucoup plus de concurrence qu'en 2021 parce que les Warriors sont de retour au sommet, les Clippers et les Nuggets reviennent en forme. Il y a de jeunes équipes comme les Grizzlies, les Pelicans, les Mavericks qui deviennent de plus en plus dangereuses chaque année. Les Lakers, peut-être, on ne sait pas, auront une saison en bonne santé et sont encore capables d'être menaçants à l'Ouest. Donc aujourd'hui, la jungle de l'Ouest, c'est vraiment une jungle et en sortir, ça va être très compliqué. Donc plus que jamais, les Suns vont avoir du mal à s'en sortir. Et tout va dépendre, pas tout, mais en grande partie de Chris Paul, qui quand même a été très décevant dans la série face aux Mavericks. Quand il est arrivé au Suns, c'était le MVP de cette équipe. Il l'a un petit peu transformé par son leadership, par son jeu. On sait que c'est un créateur formidable, c'est un organisateur juste légendaire. Mais en l'occurrence, contre les Mavericks, c'est 13,4 points et 5,7 passes avec 3 ballons perdus par match en 32 minutes. C'est des stats très décevantes et on l'a vu se faire étriller pendant toute la série par les Mavericks. Ça a été un des points faibles des Suns. Et si Chris Paul, qui est quand même le joueur le plus vieux de l'effectif et un joueur vieillissant, ne se ressaisit pas, ça risque d'être compliqué.
De l'autre côté, effectivement, il y aura quand même la question de la progression des jeunes. Tout le groupe dont on parle depuis tout à l'heure, DeAndre Ayton, Devin Booker, Cam Johnson, Michael Bridges, qui est aussi un membre très important de cet effectif, c'est des joueurs qui ont entre 24 et 26 ans. Donc, ils ont encore une marge de progression pour compenser éventuellement les manquements de Chris Paul. Mais si Chris Paul ne répond pas présent, tandis que les équipes de l'Ouest qui sont autour des Suns progressent, ça va être vraiment compliqué pour les Suns d'être un favori. Alors, contender, oui, favori, compliqué, ça dépendra beaucoup de comment Chris Paul vit son vieillissement et de comment les jeunes vivent leur évolution. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Suns, ça reste une équipe très intéressante qui devra prouver l'année prochaine qu'ils ont leur place au sommet de la NBA pourquoi pas retrouver les finales après 2 ans. Après 2 ans. Bon, en tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette intersaison des Suns. Si vous êtes un petit peu déçus, vous pouvez être déçus clairement, hein, mais bon, comme je l'ai dit, les Suns, ça reste une équipe très intéressante. Dites-nous en commentaire où est-ce que vous les voyez terminer l'année prochaine. Lillard, long range three, and it's good! Les amis, le buzzer du carton vient de retentir. Comme toujours, ce fut un plaisir de vous avoir en notre compagnie. Laissez-nous une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify si ce podcast sur les Suns vous a plu. En attendant, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.